Salut à tous, moi c'est Kadi Elebert. Je suis doctorant en agroéconomie à l'Université Laval et je vais vous présenter le travail fait sur l'optimisation dynamique du bénéfice économique net du secteur bois canadien sous contraint de la circularité. Mon introduction, je ne vais plus revenir sur tout ce qui est dit par rapport à l'importance de l'économie circulaire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport aux objectifs de carboneutralité en 2050, il est noté au niveau international que le secteur forestier a un rôle important à jouer, compte tenu du fait qu'il permet la séquestration du carbone et la substitution aux émissions fossiles. Et au Canada, particulièrement, le secteur forestier a un rôle important dans l'économie et repose surtout sur l'industrie du bois. Mais le constat, c'est quoi? C'est que au niveau de ce secteur, il y a beaucoup de défis qui restent à relever. On a les modèles classiques de planification forestière et de transformation qui sont majoritairement linéaires. Et en général, ces modèles reposent sur les volumes, augmentation des volumes plutôt que les flux circulaires. Et l'économie circulaire aussi apparaît comme un enjeu majeur. Mais le problème, c'est que l'économie circulaire est faiblement valorisée, prise en compte dans les différentes politiques, les actions qui sont menées. Et également, un autre aspect, c'est qu'on a une multitude d'indicateurs de circularité et ces indicateurs ne sont pas harmonisés et c'est beaucoup plus d'approches tactiques qui reposent sur un produit plutôt que de voir le tout comme un système où il faut aborder une approche systémique complète et également des modèles dynamiques. Et en termes méthodologiques, nous avons identifié un certain nombre de gaps. D'abord, les modèles classiques en économie forestière reposent surtout sur l'optimisation des peuplements forestiers au niveau de la forêt, sur quel volume produire, sans intégrer clairement la circularité. Et également, on a une faible prise en compte des dynamiques intertemporelles dans la planification, alors que lorsqu'on parle du bois, c'est des produits pluriannuels où il faudrait voir dans le temps la dynamique. Et également, il y a une faible adoption d'une vision intégrée. Et souvent, les études se focalisent soit sur l'impact carbone, soit sur la rentabilité économique, soit sur la circularité, mais il n'y a pas d'études qui prennent en compte à la fois toutes ces dimensions pour apprécier réellement les résultats que nous avons. Et dans un contexte où le Canada s'est engagé dans la carboneutralité en 2050, et aujourd'hui, il s'avère que les trajectoires actuelles ne permettent pas réellement d'atteindre la carboneutralité en 2050. Et là, nous nous posons une question. Comment prendre en compte l'économie circulaire et la dynamique carbone des produits bois pour atteindre la carboneutralité en 2050 au niveau du secteur forestier canadien? Et donc, par rapport à cela, nous avons adopté la littérature. Il y a beaucoup de modèles. Et nous avons adopté un modèle d'optimisation dérivé du cas de Fossman avec orientation sectorielle. Je ne vais pas m'attarder sur les variables ou bien les formules, mais c'est de retenir que nous avons un certain nombre de variables principales. D'abord, il y a les possibilités forestières qui sont définies au niveau de chaque province pour dire voilà, chaque année, quel est le niveau de coupe qu'il faut avoir. Et nous, notre première variable, sur la base de ces possibilités forestières, quel est le volume de bois qu'on peut prélever de façon optimale chaque année. Et en prélevant ce volume, en extrayant tout ce qui est résidu sur site, en extrayant tout ce qui est exportation, quelle est la matière bois disponible pour l'industrie locale, pour la transformation locale. Et l'idée, c'est de voir comment orienter, quand on a le bois disponible localement, comment orienter les usages de bois pour pouvoir garantir l'optimisation et la carboneutralité à l'horizon 2050. Donc, c'est un peu l'objectif, c'est de voir réellement comment
le bois disponible est orienté dans les différents usages. Et nous avons défini un indicateur ou bien deux indicateurs. Il y a l'indicateur de circularité que nous avons défini, qui fait le rapport entre les flux de fin de vie des produits bois et le stock actif disponible, que nous avons pondéré par un coefficient de qualité de boucle en fonction de la contribution du flux de fin de vie en termes de réutilisation, recyclage, valorisation ou bien incinération, enfouissement, et plus euh, la valorisation, l'usage maintient le flux de matière, plus le coefficient de qualité de boucle est élevé. Nous avons intégré un indicateur de bilan carbone également pour apprécier réellement. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça. C'est moi qui fais. La formule, Ici. elle n'est pas visible. Ah, c'est toi qui changes? OK. Ah, d'accord, OK. Allons à la fonction objectif. C'est vrai que ça n'apparaît pas, mais ici, c'est des sommes. Ah oui, C'est des sommes, des sigmas. oui, des sigmas. Et la fonction objectif que nous avons définie, c'est de maximiser à long terme le bénéfice économique en prenant en compte tout ce qui est la transformation primaire du bois. Quand le bois est récolté, la première transformation, construction, bois de construction, panneaux ou bien papier ou bien bioénergie, ce que ça rapporte. Et la deuxième partie de notre modèle prend en compte la valorisation du flux en fin de vie. Quand le bois est supposé arriver en fin de vie, de sa durée de vie théorique, il y a du déchet qui est généré. Quelle valorisation on fait de ce produit? Et c'est ça l'innovation dans le modèle pour prendre en compte la valorisation circulaire des flux en fin de vie. Et en termes de contraintes, nous avons défini trois principales contraintes. Il y a une contrainte de circularité où on calcule un indicateur de référence par province. Et dans le modèle, c'est-à-dire que l'indicateur de circularité ne va pas être inférieur à l'indicateur de référence. Ça, c'est notre seuil de base. Et l'autre contrainte, c'est la contrainte de carbone. Il y a un budget carbone qui est défini au niveau national, normalement à l'horizon 2050. La contribution attendue du secteur forestier, c'est de moins 50 mégatonnes de CO2 équivalent adulte. Nous avons fait une extrapolation linéaire pour vous dire, voilà, quelle est la trajectoire de 2026 à 2050? Quelle sera la trajectoire de cette contrainte carbone-là? Et par province, en fonction du poids de la province dans la production nationale, et on détermine quelle sera la trajectoire cible pour chaque province du Canada pour voir dans quelle mesure la province suit la trajectoire. Et l'autre contrainte, c'est la contrainte de disponibilité matière qui, ici, c'est les possibilités forestières définies par les services forestiers par province qui sera la limite naturelle. On ne doit pas dépasser ça. Et en termes de résultats, nous avons deux parties. Un résultat analytique où nous avons essayé de résoudre le modèle et d'interpréter les conditions de premier ordre. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Ce qui est plus important, c'est les résultats empiriques que nous avons essayé de faire. On a pris des données pour simuler réellement et ça a été fait dans le logiciel GAMS. Et par rapport à ça, on s'est défini deux scénarios. Un scénario sans prise en compte de tout ce qui est circularité et un scénario avec circularité. Et comme usage de bois que nous avons intégré dans le modèle, nous avons presque usage bois de construction avec une durée de vie moyenne de 80 ans et les panneaux, une durée de vie de 40 ans, le papier, 3 ans et bioénergie, 0. Et ensuite, en termes de voies de valorisation des flux en fin de vie,
Nous avons la réutilisation, le recyclage, bioénergie, incinération, enfouissement. Et dans le modèle sans circularité, ces trois éléments ne sont pas intégrés. On s'est limité à incinération et enfouissement pour le modèle sans circularité, alors que le modèle avec circularité intègre tous ces éléments-là. En termes de résultats, les premiers résultats que nous avons, c'est la dynamique de production primaire. Ici, la figure en haut montre l'évolution dans le modèle sans circularité et en bas, ça montre l'évolution avec le modèle, dans le modèle avec circularité. Et déjà, ce qu'on remarque, le bénéfice actualisé est plus élevé dans le scénario sans circularité que dans le scénario avec circularité. Donc, en dehors de ça, quand on voit ici, c'est la production permise. On a les possibilités forestières qui sont à 40 mégatonnes et le modèle donne une exploitation de toute la possibilité forestière dans le sans circularité. Alors que dans l'option avec circularité, on a l'exploitation des possibilités permises jusqu'à un niveau donné et en milieu de période, le modèle demande qu'on réduise le volume de bois prélevé par rapport aux possibilités permises. Et la conclusion, c'est la leçon qu'on tire, c'est quoi? En arrière. On dit, voilà, la circularité ne se limite pas à la gestion des déchets, mais modifie la dynamique d'exploitation de la ressource forestière. Ça, c'est une première leçon tirée. Ensuite, lorsqu'on prend la location entre usages, dans le modèle sans circularité, tout le bois disponible est orienté vers les bois de construction. Dans le premier schéma, alors que dans le modèle avec circularité, on a le bois de construction et le papier carton. Et vous allez le remarquer ici, le papier carton en violet, le bois de construction en jaune. Voilà les possibilités de production. Et donc, on voit quand même qu'avec le modèle, dans le modèle avec circularité, on a une dynamique d'allocation complexe et évolutive entre bois de construction et papier. La leçon que nous tirons de ça, c'est qu'en absence de circularité, il n'y a pas de contrainte de diversification et on a une maximisation de la performance économique et carbone qui fait qu'on oriente totalement vers le bois de construction, alors qu'en présence de circularité, la circularité impose une réallocation des flux en fin de vie. Et ça fait que il intègre les produits à courte durée de vie qui permettent de satisfaire les objectifs de circularité. C'est pourquoi ici, le papier qui a une faible durée de vie est intégré. Mais dans ce modèle, les panneaux qui ont une durée de vie intermédiaire sont exclus du modèle. En parlant de valorisation des flux en fin de vie, nous l'avons fait par catégorie d'usage, mais ici, nous nous limitons uniquement au bois de construction. Et là, on voit ici dans le modèle sans circularité, comme je le disais, c'est incinération et enfouissement. Et dans la première partie de l'horizon, on voit que le modèle priorise l'incinération. On sait que l'incinération est une méthode qui génère des émissions de carbone. Et en fin de période, le modèle priorise l'enfouissement. Ça veut dire qu'en début de période, le modèle peut se permettre d'adopter des pratiques émettrices de carbone, mais en fin de période, le modèle souhaite qu'on substitue les méthodes émettrices de carbone par rapport aux méthodes moins émettrices de carbone. Il en est de même pour le modèle avec circularité. Ici, on a le recyclage qui est priorisé en début de période parce que le recyclage émet du carbone. Et en fin de période, c'est beaucoup plus la réutilisation qui est priorisée. Et dernière partie, c'est le bilan carbone, l'évolution du bilan carbone. Nous avons essayé de tracer. Ici, c'est la trajectoire du bilan carbone au niveau national.
Et cette courbe, c'est la trajectoire du bilan carbone au niveau de la province. Et on voit que dans le modèle sans circularité, la trajectoire, le bilan carbone donné par le modèle est vraiment loin de ce qui est prévu comme contrainte limite. Et la question, c'est quoi? La circularité ne conduit pas nécessairement à une réduction du niveau absolu des émissions, mais elle permet plutôt une meilleure gestion intertemporelle du carbone et parce qu'elle donne plus de marge de manœuvre pour ajuster les flux et différer certaines émissions. Et en conclusion, bien comme contribution, c'est ce travail, bon, je vais pas revenir sur les limites à la fin, c'est que, euh, contrairement à l'intuition, à la fin, oui, à la fin, oui, oui, c'est ça. La fin, c'est que ce travail permet de combler le manque de prise en compte des dynamiques temporelles et des cohortes, les âges du produit bois dans l'analyse des flux de matière dans les travaux de circularité et répond à un enjeu peu traité de manière analytique et systémique. C'est l'intégration cohérente et opérationnelle entre circularité, impact carbone et bénéfices économiques. Et enfin, fournir un outil d'aide à la décision pour orienter le secteur bois. Merci. Merci beaucoup. ¿Alguna cuestión, Sophie, Nadia, Max, Lee? Bon, bien là, pardon. Euh, le modèle, bon, c'est là, c'est comme. Le modèle, en fait, on ne comprend pas tellement parce que toutes tes trajectoires ne respectent pas la contrainte carbone que tu te donnes au départ, là. Donc, là, ça va être ta fonction objective, mais on n'a pas les contraintes spécifiques. Donc, sous quelles contraintes? Oui, donc ici, ça respecte pas le budget carbone que tu as estimé au départ, là. Donc, pourquoi il y a comme un failure à ce moment-ci? Pourquoi est-ce que ça ne respecte pas le budget? Ici, on est dans le modèle sans circularité. Oui. Ici, on est dans le modèle avec circularité. Okay. On remarque que c'est dans le modèle sans circularité que le budget carbone n'est pas respecté. Ouais, mais... Ça voudra dire que la ressource n'est pas exploitée de façon optimale. Et ça fait que, bon, il y a quand même, une fois que la contrainte carbone et la contrainte économique est réalisée, c'est que c'est déjà suffisant, on a l'optimum. Alors que ici, dans le modèle avec circularité, il y a une contrainte de réutilisation, une contrainte de circularité, une contrainte carbone. Et on voit, ceci permet de dire que le modèle avec circularité est beaucoup plus optimal parce que la marge de manœuvre disponible, le modèle exploite à son maximum. Dans ton problème d'optimisation, la contrainte carbone, c'est une contrainte, puis la circularité, c'est une autre contrainte ou c'est une flexibilité? C'est une autre contrainte. C'est une autre contrainte. Oui. C'est deux contraintes différentes. Donc, on est obligé de performer de la circularité. On a des... On peut repartir en arrière sur les contraintes. Oh non. Voilà ici, on a l'indicateur de circularité défini, c'est qu'on a des flux en fin de vie, d'accord? C'est le rapport entre quand je considère que c'est des déchets bois et quelle proportion de ce bois qui est considéré comme déchet est valorisé. C'est ça qui représente l'indicateur de circularité. Ça n'a rien à voir avec le carbone. Et donc, il y a un certain seuil. Oui, il faut. Maintenant, le carbone, c'est tous les processus de transformation de bois, de la production jusqu'à la transformation en fin de vie, ce que ça génère comme émission de carbone. Durant tout le processus, on évalue ça. Et habituellement, on dit que la circularité permet de réduire l'impact carbone en grille, mais le modèle montre que le recyclage, quand on fait le recyclage, ça génère encore des émissions. Il faudrait l'évaluer pour savoir réellement quel impact environnemental. Mais de façon globale,
quand on tient compte à la fois impact environnemental, impact économique et respect de la ressource, on voit que le modèle avec circularité est beaucoup plus optimal. Et ces deux contraintes-là sont intégrées simultanément dans le modèle? Si Ces deux contraintes sont intégrées simultanément les trois contraintes sont Les trois sont intégrées simultanément dans le modèle. et le modèle doit pouvoir respecter les trois à la fois. Ce n'était pas évident. Oui, mais. Maria. Oui, j'avais des questions un peu similaires, mais je voulais en fait revenir sur cette troisième contrainte de la disponibilité de la ressource forestière. Est-ce que c'est comme la disponibilité, est-ce qu'elle est fixée pour les 25 prochaines années ou est-ce qu'elle varie? C'est une variable. J'explique, c'est parce que la disponibilité peut changer, par exemple, avec les feux de forêt, par exemple, avec des choix de plantation, ça va augmenter la biodiversité, ça possiblement va diminuer la biomasse disponible, etc. Donc, est-ce que c'est une variable qui rentre dans le modèle ou non? Chaque année, dans chaque province, les services forestiers définissent ce qui est disponibilité. Et pour le modèle, pour la simulation, nous avons pris une disponibilité constante. Mais dans la réalité, les rapports de l'état de forêt montrent que de 90 à il y a des croissants la disponibilité, les possibilités forestières diminuent d'année en année. Donc, le taux de réduction est en moyenne de 0,5 chaque année. Au fil du temps, les possibilités forestières ne sont pas constantes, même baissent. Donc, on va intégrer ça dans la finalisation du modèle. Puis dans ce modèle-là, le fait que ça diminue ou qu'il peut y avoir une incertitude sur la disponibilité, est-ce que ça a un effet sur le prix et donc ça favorise par exemple les boucles de circularité ou pas dans votre modèle? Donc, je ne pense pas, parce que dans toutes ces questions, on peut repartir sur la formule du bilan carbone. Il faut continuer les sessions. La formule du bilan carbone prend en compte en arrière. Oui, ici, la formule du bilan carbone. Et si nous avons la captation forestière nette, ça c'est les statistiques qui sont produites au niveau du Canada. Ils prennent en compte tout ce qui est émission, tout ce qui est perte, tout ce qui est feu et autres là. C'est intégré dans cet indicateur. Donc c'est à ce niveau que nous prenons en compte tout ce qui est croissant, tout ce qui est mort, mortalité. Mais pas avec l'argent, sur l'argent? Avec l'argent. Sur l'argent, en fait. Le fait que la ressource se raréfie, normalement, ça devrait faire augmenter l'accès à la ressource, sauf si elle est déjà disponible parce que c'est dans une hypothèse que nous avons posée dans le modèle, c'est le profit économique. Nous avons pris le profit économique en supposant que les coûts et le prix varient dans les mêmes proportions. Ça fait que notre profit est stable sur le temps, mais c'est le facteur d'actualisation que nous avons appliqué pour le prendre en compte dans le modèle. Bon, merci beaucoup.